Alors c'est essentiellement en tant que professeur d'hématologie et ancien spécialiste d'hémato-oncologie que je vais m'exprimer cet après-midi. Je vais donc parler des risques, contraintes et avantages de la participation à des essais cliniques en cancérologie et en me focalisant principalement sur le développement des nouveaux agents anticancéreux. Donc je vous rappelle que ce développement commence par les essais de phase 1 qui évaluent la tolérance et les effets secondaires indésirables et qui permettent de définir la dose à laquelle le médicament sera par la suite étudié dans les phases suivantes. Alors, en raison de la toxicité habituelle des médicaments anticancéreux, les études de phase 1 sont généralement réalisées chez des patients en phase avancée de leur maladie et en impasse thérapeutique. Le principe est de déterminer la dose maximale tolérée en commençant par des doses très faibles et en augmentant progressivement les paliers de dose pour définir à chaque palier les toxicités dites limitantes. Par ailleurs, on associe généralement une étude pharmacocinétique qui permet de connaître la répartition et l'élimination du produit et une étude pharmacodynamique qui permet de confirmer l'effet biologique attendu. Alors, tout ceci entraîne des prélèvements nombreux et ces essais sont très contraignants. La participation à un essai clinique est toujours une contrainte pour le patient, mais encore plus dans un essai de phase 1 en raison de la surveillance rapprochée et de ces examens cliniques et biologiques répétés. Mais le problème principal de ces essais, c'est que la plupart des patients vont être traités à des doses sans doute inefficaces, même si le produit va s'avérer in fine efficace. Donc ce sont le plus souvent des études sans bénéfice individuel direct. D'où deux nécessités. Pour le concepteur du protocole, chercher le schéma qui réduira le nombre de patients traités aux doses supposées non efficaces. Et donc escalader le plus vite possible. Cependant, sans risquer de passer au-delà de la dose maximale tolérée. Deuxième nécessité, pour l'investigateur, ne pas chercher à entraîner l'adhésion du patient par une présentation incomplète ou biaisée du protocole et en insistant en particulier sur les bénéfices d'un nouveau traitement potentiellement prometteur, autrement dit en suscitant un espoir déraisonné chez un patient qui se sait en impasse thérapeutique. Plusieurs études récentes ont d'ailleurs interrogé des patients ayant participé à des études de phase 1 en cancérologie et ont constaté que beaucoup d'entre eux n'avaient en fait pas bien compris la faible chance d'un bénéfice thérapeutique et le risque d'effets secondaires sans pour ça de bénéfice, qu'on appelle en anglais therapeutic misconception. Mais la motivation du patient pour participer à un essai de phase 1 n'est fort heureusement généralement pas liée à une insuffisance d'information ou à une mauvaise compréhension, mais c'est souvent lié à ce qu'on peut appeler un optimisme irréaliste qui fait que dans la situation dans laquelle il se trouve, la proposition correspond pour lui à son seul espoir et lui fait croire ou espérer qu'il sera différent des autres patients. Par ailleurs, la participation à un essai de phase 1 est souvent vécue par le patient comme un temps particulier de sa relation avec l'équipe soignante, pendant lequel il a l'impression d'être l'objet d'une attention particulière et d'une relation étroite et unique avec son médecin. Autrement dit, ma conclusion, c'est que les études de phase 1 sont scientifiquement indispensables et moralement acceptables. Les essais de phase 2, c'est sans doute plus simple. Ils visent à déterminer l'efficacité potentielle dans une indication précise. Ils évaluent cette efficacité sur des critères objectifs et ils complètent les connaissances sur les risques d'effets secondaires indésirables. L'avantage potentiel pour le patient, c'est bien sûr de bénéficier plus vite d'un traitement qui n'a pas encore son autorisation de mise sur le marché. En l'absence de données suffisantes sur l'efficacité, ces essais de phase 2 devraient être réservés à des patients pour lesquels il n'y a pas d'alternative utile. S'ils sont utilisés à une phase plus précoce de l'évolution, l'inclusion ne doit pas aboutir à une perte de chance. Donc, ou bien le médicament est testé en association avec un traitement standard, ou bien s'il est testé seul, son emploi ne doit pas gêner, ne doit pas empêcher l'utilisation ultérieure du traitement de référence. Dans tous les cas, il faut prévoir bien sûr des règles d'arrêt en cas d'inefficacité ou de toxicité excessive.
Ça me permet d'insister sur la nécessité de comités indépendants de suivi ou de surveillance, que les Anglais appellent les DSMB, les études qui permettent d'étudier la sécurité avec des boards indépendants et qui sont utiles à toutes les phases des essais cliniques sur un médicament. Alors, ensuite, et pour terminer, bien sûr, le plus important, les essais phase 3. Ils visent à comparer le nouveau traitement au traitement de référence. L'avantage pour le patient a été démontré. Participer à un essai clinique permet généralement une meilleure prise en charge thérapeutique et souvent des meilleurs résultats. Les essais de phase 3 sont généralement randomisés, tirés au sort, pour éviter au maximum les biais d'interprétation. Au-delà de la difficulté qu'il y a à présenter un essai randomisé tiré au sort à un malade qui fait toute confiance à un médecin et à qui on dit écoutez monsieur, on ne sait pas entre les deux donc on va tirer au sort, au-delà de ça, le problème principal, c'est le principe de la randomisation qui pose ou qui peut poser une question éthique. Si un clinicien est persuadé de la supériorité d'un traitement par rapport à un autre, il n'a en théorie aucune raison de randomiser. C'était le cas du traitement de la leucémie myéloïde chronique, l'imatinib ou Glivec, pour lesquels les résultats de phase 2 étaient si extraordinaires qu'il devait absolument inutile et non éthique de faire une étude phase 3 randomisée. Alors donc, ce n'est que si deux traitements paraissent a priori équivalents que la randomisation est acceptable vis-à-vis du patient et souhaitable pour la collectivité. Ce raisonnement s'appelle le principe d'incertitude, Uncertainty Principle en anglais, et il a évolué dans la littérature anglo-saxonne vers le principe dit d'équipoise. Poise, c'est peser. D'équipoise clinique ou clinical equipoise, qui définit l'incertitude non pas à l'échelle d'un médecin, mais à l'échelle d'une communauté d'experts qui statuent en fonction des données de la littérature. Alors, ces études randomisées posent beaucoup de questions. Il suppose d'abord, je viens de le dire, que la différence entre les deux traitements soit a priori faible. Il suppose ensuite que le traitement de référence proposé soit le meilleur. Et quelquefois, l'investigateur, surtout si c'est une firme pharmaceutique, peut avoir tendance à proposer un traitement un peu moins bon pour mieux démontrer le bénéfice avec le nouveau médicament. Il faut enfin que le traitement soit utilisé le plus près possible de la réalité, dans une population de patients qui correspond le plus à la réalité et ne doit pas sélectionner un groupe de patients pour lequel il a le plus de chances d'être efficace. Enfin, la randomisation n'est acceptable que tant que l'incertitude demeure. Si un des traitements montre sa supériorité, par exemple lors d'une analyse intermédiaire, il n'est plus éthique de continuer à randomiser. Et là, il faut dire que les considérations éthiques rejoignent les considérations, on va dire, industrielles, car l'industriel qui développe un médicament, il a aussi intérêt à arrêter rapidement un médicament quand son médicament démontre qu'il est supérieur au traitement de référence. Les questions posées. D'abord, quand on décide d'un protocole randomisé, on n'est jamais sûr de l'efficacité, notamment du nouveau traitement. On a les essais de phase 2, mais qui ont testé un paramètre qui peut être, par exemple, la réponse, alors qu'en essai de phase 3, on va chercher la survie ou la survie sans progression. Le choix du comparateur n'est pas toujours simple. S'il y a un traitement de référence, ça va. Mais s'il n'y en a pas, on peut être amené à choisir ce qu'on appelle le best supportive care, le meilleur traitement de support. Et soit on teste le médicament contre best supportive care, soit médicament plus best supportive care versus best supportive care. Quoi qu'il en soit, une étude récente publiée dans le Journal of Clinical Oncology a montré sur une 40aine d'essais contre best supportive care qu'il y avait en fait de très nombreuses violations des principes de la déclaration d'Helsinki ou des principes méthodologiques résumés sous le terme consort. Ils ont insisté sur la nécessité pour les investigateurs de définir de manière rigoureuse le traitement de support et bien sûr l'administration de ce traitement de support, et ils ont insisté sur la vigilance des promoteurs mais aussi des investigateurs et des comités d'éthique. On peut même, dans certaines circonstances, lorsqu'il n'y a pas de traitement de référence, envisager une randomisation contre placebo, même en cancérologie, et notamment dans des formes de cancer qui sont à évolution plutôt lente ou qui peuvent même éventuellement avoir des rémissions spontanées. Bien sûr, ces études doivent, comme pour celles qui sont contre un best supportive care, être particulièrement rigoureuses dans leur conception et leur réalisation.
Enfin, la dernière question, et sans doute la plus importante, c'est celle du choix de l'étude. L'étude la plus simple au plan éthique, c'est l'étude de non-infériorité ou d'équivalence. Au-delà du fait qu'elle pose une question qui peut paraître moins importante, on suppose que les deux traitements sont équivalents en résultat, mais on cherche à démontrer un bénéfice en termes de qualité de vie ou en termes d'administration du médicament. Au-delà de ce fait et du fait que ce sont des études qui nécessitent beaucoup de patients, il faut reconnaître qu'en cancérologie, on cherche généralement à démontrer la supériorité d'un traitement. Alors évidemment, ça constitue un paradoxe vis-à-vis du principe d'incertitude et vis-à-vis des règles de l'éthique, puisque la conception du protocole suppose que l'on s'attend à une différence. Et même, on la calcule. On calcule le nombre de patients qu'il va falloir inclure dans l'essai pour montrer une différence. Si c'est sur un critère comme la réponse ou la survie sans progression, à la limite, ça peut passer. Si c'est sur un critère comme la survie, on sait à la création du protocole qu'on attend un groupe de patients qui va vivre plus longtemps qu'un autre. Donc ça pose la question majeure de l'éthique des traitements randomisés en cancérologie. Et vous savez sans doute qu'il y a des centres de cancérologie très respectables qui refusent les études randomisées. C'est le cas du MD Anderson Cancer Center à Houston. Alors, je pense personnellement que les études randomisées en cancérologie sont indispensables pour apporter de la manière la plus irréfutable possible la preuve d'un bénéfice ultérieur pour les patients. Et en particulier dans ma position de président de la Haute Autorité de Santé, nous savons que les études randomisées sont demandées par les organismes de régulation et par les agences d'évaluation des médicaments pour permettre l'autorisation de mise sur le marché, permettre l'admission au remboursement et la fixation du prix. Et la loi de renforcement de la sécurité des patients, 29 décembre 2011, a demandé à ce que tout nouveau médicament ne soit inscrit sur la liste de remboursement que s'il a fait l'objet d'études comparatives. Donc on est dans une sorte de paradoxe. Heureusement, on est aidé par les règles d'arrêt et par la possibilité de ce qu'on appelle le crossover, c'est-à-dire de donner à un malade qui n'a pas reçu le traitement plus efficace, de le recevoir dès que cela est possible et dès que l'étude intermédiaire a montré la supériorité de ce traitement nouveau, après évidemment information de l'ensemble des patients. Je dois dire, et sans abuser de votre temps, que ce crossover est très utile, mais qu'il n'est pas toujours fait. Parce que quelquefois, les investigateurs souhaitent démontrer un bénéfice en survie et souhaitent donc que la différence soit maintenue tout au long de l'étude. Alors, ces questions très importantes sont, pour votre information, très bien développées dans un excellent article de Franklin Miller et Stephen Joff dans le New England Journal of Medicine en 2011, et elles traduisent bien la difficulté qu'il peut y avoir à trancher entre les obligations morales du médecin et les obligations scientifiques de l'investigateur, ce que disait tout de suite Alain Cordier. Alors je termine en disant que l'évolution en cancérologie va peut-être bouger. J'ai fait allusion à un médicament pour lequel on n'a pas eu besoin d'études randomisées. Et il y en a d'autres. Quand un traitement est une réelle innovation, eh bien, il n'y a pas besoin de poser une question par tirage au sort. On peut se contenter d'une étude de phase 2. Ça va être de plus en plus le cas avec ce qu'on appelle les thérapeutiques ciblées, où on définit des sous-populations de patients par l'existence d'un marqueur biologique, le plus souvent génétique, qui va permettre de sélectionner le traitement qui va être le plus efficace dans cette sous-population de patients. Et on va donc, là encore, pouvoir concilier les impératifs économiques de l'industrie pharmaceutique qui souhaite mettre le plus vite possible sur le marché des médicaments, les souhaits des patients qui souhaitent avoir le plus vite possible des médicaments efficaces et les considérations éthiques qui souhaitent éviter d'avoir à se poser des questions qu'on n'aimerait pas se poser par le biais de la randomisation. Pour conclure, j'ai été pendant toute ma vie professionnelle un utilisateur des essais cliniques en cancérologie, ça a été mon exercice. Je reste persuadé que cette séquence phase 1, phase 2, phase 3 est celle qui permet d'aboutir le plus vite au résultat, de ne pas passer à côté de la chance que pourrait avoir un médicament d'être efficace et sont acceptables moralement, éthiquement, à la condition bien sûr
d'une information la plus complète des possibles, d'une participation des patients avant même les comités d'éthique à la conception du protocole et finalement au respect des trois principes fondateurs de la déclaration d'Helsinki, le principe d'autonomie du patient, le principe de bénéfice ou de non-nuisance pour le patient et le principe de justice. Je vous remercie de votre attention.